Alors c'est parti, donc rebonjour à toutes et à tous. Je le disais, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce rendez-vous Facile Europe. L'objectif est de vous présenter le projet dans tous ses aspects et de vous faire évidemment découvrir le site web et puis de vous permettre également d'échanger avec les enseignants référents du projet qui sont présents et qui ont notamment expérimenté la facilitation graphique au sein de leur classe. Donc, nous allons très rapidement nous présenter, Amy et moi, et puis nous allons ensuite nous lancer dans un exercice un petit peu compliqué, puisque Amy va vous présenter le projet et que moi, je vais essayer de faire en direct un scribing, c'est-à-dire que je vais représenter visuellement avec des éléments de langage visuel, donc des pictos, des liens, des flèches, ce qu'est en train de dire Amy pour créer une visual map qui nous permettra donc de vous présenter un peu mieux le projet. Donc, je vous avoue que c'est un exercice un peu périlleux, que j'ai choisi de le faire avec des crayons non effaçables et sur du papier. Donc, il va falloir être très indulgent, surtout qu'on est sur un temps un peu contraint, puisqu'on va vous présenter ça en 15 minutes pour ensuite laisser la parole à un de nos collègues et laisser aussi du temps pour les échanges. Donc, très rapidement, je suis donc Virginie Chailloux-Atrousse. Je suis enseignante en histoire contemporaine à Nantes Université, également chercheuse au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique et chargée de valorisation pédagogique. Et c'est à ce titre que je dirige le programme Facile Europe, donc enseigner l'Europe aux primaires avec la facilitation graphique. Amy, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Amy Parmentier, ingénieure d'études chargée de projet de communication pour le projet Facile Europe. Donc, en charge de la gestion de projet, de l'administratif. Je participe à la création des ressources, du multimédia et du site Internet. Donc, si vous le voulez bien, on va démarrer. Je vais partager mon écran qui va vous permettre normalement de voir ma main et de me voir dessiner. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous me voyez? Oui, on te voit. Alors, c'est parti. On va commencer par présenter rapidement ce qu'est Facile Europe. Facile Europe, donc enseigner l'Europe aux primaires avec la facilitation graphique. C'est un programme porté par Nantes Université, lauréat de l'appel à proposition Jean Monnet Teacher Training, donc l'action formation des enseignants du programme Erasmus+. Lauréat avec une jolie note de 97 sur 100, dont on est plutôt fiers et qu'on aime bien revendiquer. Un programme cofinancé sur 3 ans par la Commission européenne, donc jusqu'à la fin de l'année 2024, et qui est donc dirigé par Virginie Chailloux-Atrousse, chargée de valorisation pédagogique, de recherche et d'enseignement à Nantes Université, mais qui est aussi formatrice en facilitation graphique. Facile Europe vise à favoriser une meilleure compréhension des enjeux de l'Union européenne auprès des élèves du primaire en proposant des modes de transmission innovants avec de la facilitation graphique. Et pour ce faire, Facile Europe a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de proposer aux enseignants et aux formateurs du premier degré une formation scientifique solide sur 3 grands enjeux contemporains de l'Union européenne, à savoir la citoyenneté européenne, l'environnement en Europe et la migration, la question migratoire en Europe. Voilà pour le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de former les enseignants du premier degré et les professionnels de l'éducation du premier degré à la facilitation graphique pour enseigner l'Europe de manière innovante. Pour définir en quelques mots ce qu'est la facilitation graphique, eh bien, c'est une méthode qui permet d'accompagner un processus d'apprentissage ou de transmission en utilisant des éléments de langage visuel comme des pictogrammes, des symboles, des lettres, des liens, des formes, des couleurs, des personnages pour donner à voir et pour donner du sens. Et alors, l'idée, c'est que la représentation par le visuel facilite l'appréhension d'une notion,
mais aussi facilite la mémorisation par le visuel et tout en captant l'attention des élèves et en soutenant la créativité. Et la facilitation graphique, elle peut être pratiquée par toutes et tous, hein, elle ne nécessite pas de compétences particulières, ni même de qualité de dessinateur. Il suffit d'un marqueur, un bloc-notes, un coin de table, un coin de nappe en papier, voilà, un support quelconque, et tout un chacun peut faire de la facilitation graphique, d'autant plus que c'est une méthode qui s'adapte bien, à tous les domaines, tant professionnels que personnels, qui s'adapte dans l'enseignement à tous les niveaux d'apprentissage. Le troisième objectif de Facile Europe, c'est de concevoir et de mettre à disposition des enseignants une mallette pédagogique complète sur donc les 3 thématiques du programme: citoyenneté européenne, environnement en Europe et migration en Europe. Et cette mallette, elle va être dématérialisée, mise en ligne sur le site facileeurope.eu. Et elle a vocation à être construite donc tout au long du programme, hein, tout au long du projet, pour être finalisée à la fin de l'année 2024. Même si bon, les ressources qui sont produites et validées au fur et à mesure du projet sont mises en ligne sur le site de Facile Europe. Et alors, pour répondre à ces 3 objectifs, eh bien, Facile Europe s'appuie sur une méthode inspirée de celle du LIP, donc du Laboratoire d'innovation pédagogique sur l'Europe de Nantes Université, puisque le programme réunit les mondes de la recherche et les mondes de l'éducation pour co-construire, c'est-à-dire que des enseignants référents du primaire et des chercheurs spécialistes des grands enjeux contemporains de l'Europe travaillent en étroite collaboration pour tester, pour diffuser, pour valider des ressources pédagogiques et pour concevoir et proposer une formation adaptée aux besoins des enseignants. Donc, à ce jour, on travaille avec 6 chercheurs issus de diverses universités, avec 7 enseignants référents issus de 4 académies. Donc, on a Clermont-Ferrand, La Réunion, Limoges et Nantes. Et le programme s'appuie également sur des partenariats issus de la société civile ou des partenariats académiques. Donc, par exemple, des partenariats avec le LIP, donc le Laboratoire d'innovation pédagogique sur l'Europe de Nantes Université, qui est donc une plateforme qui propose des ressources pédagogiques sur l'Europe pour le second degré. Donc, ce partenariat permet de faire le lien et un pont entre le premier et le second degré. Un partenariat avec, par exemple, aussi le réseau Canopé, avec la Fédération française des maisons de l'Europe, notamment avec la Maison de l'Europe de Nantes, avec la Maison de l'Europe d'Angers et plus globalement la Fédération française des maisons de l'Europe, avec l'UMNI, qui est donc la plateforme de l'audiovisuel public français, qui regroupe de grands acteurs de l'audiovisuel comme Arte, France TV. Donc, on a déjà un partenariat dans le cadre du LIP, puisque l'UMNI a donc une plateforme qui diffuse des ressources pédagogiques à destination des élèves, mais aussi des enseignants et même à destination des parents. Donc, ça va du CP aux études supérieures. Et donc, l'UMNI diffuse déjà des ressources créées par le LIP. Et l'idée, c'est de faire un petit peu la même chose avec la mallette pédagogique de Facile Europe, de la diffuser à travers les réseaux à travers la plateforme l'UMNI. Partenariat également avec Euradio, la radio européenne indépendante, avec qui on crée des capsules audio, ou encore avec EHNE, l'encyclopédie Écrire une histoire nouvelle de l'Europe. En ce qui concerne la formation Facile Europe, eh bien, des sessions sont proposées en présentiel ou en e-learning. Donc, e-learning en distanciel différé, on ne fait pas de direct, c'est-à-dire que ça permet aux stagiaires de pouvoir accéder sur une période bien définie à des cours en ligne qui sont présentés par des chercheurs et des cours sur la facilitation graphique. Cette formation, elle est universitaire, elle est gratuite et pour la formation en présentiel, elle a lieu sur 2 jours et surtout, elle propose donc 2 volets complémentaires avec un premier jour dédié à la formation scientifique, donc des conférences scientifiques présentées par des chercheurs experts de l'Union européenne et avec un temps d'échange entre stagiaires et chercheurs.
Un deuxième jour dédié au volet plutôt axé méthodologie, puisque c'est une formation à la facilitation graphique, avec un temps plutôt théorique et également avec une initiation au vocabulaire visuel ou des ateliers de mise en pratique, etc. Et donc, cette formation, elle est à destination des enseignants et formateurs du premier degré, mais également des étudiants de l'INSPE, hein, les futurs enseignants du premier degré. Pour les formations en présentiel, eh bien, on se déplace principalement dans les académies de nos enseignants référents, donc Limoges, La Réunion, Clermont-Ferrand et Nantes. Et la formation, elle est prise en charge par le programme. Elle prévoit une contribution au déplacement, une contribution forfaitaire pour participer au trajet et au déplacement des stagiaires. Et elle fournit le matériel de facilitation graphique, c'est-à-dire bloc-notes, marqueurs, feuilles effaçables, etc. La première session de formation a eu lieu en octobre 2022, durant laquelle on a pu filmer et capter un petit peu les différents modules de la formation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de visionner ensemble ce petit teaser pour que vous ayez un aperçu du déroulé de la formation. Alors, je vais partager mon écran. Voilà pour le petit teaser. Donc, ça vous montre un petit peu un petit aperçu de ce que peut être une formation Facile Europe. Virginie, je te laisse repartager ton écran. Voilà, et donc la prochaine session de formation aura lieu les 17 et 18 avril 2023 à Nantes Université, et elle est donc à destination des enseignants du premier degré de l'Académie de Nantes. D'ailleurs, il reste encore quelques places. Je vais vous montrer un petit peu le programme de formation du 17 et 18 juste après. Mais durant cette formation, c'est aussi l'opportunité de présenter la mallette pédagogique pour que les enseignants puissent se l'approprier. Et donc, cette mallette pédagogique, eh bien, elle possède 3 entrées, les 3 grandes thématiques, donc citoyenneté, environnement et migration en Europe. Et elle est composée de plusieurs ressources. D'abord, des ressources pour les enseignants, c'est-à-dire une bibliographie, une notice scientifique, des fiches pédagogiques, un livret d'initiation à la facilitation graphique. Elle est composée également de ressources directement exploitables en classe, comme par exemple un jeu de cartes à imprimer, des affiches à coller en classe, des capsules audio à écouter, une vidéo de facilitation graphique à diffuser, etc. Et elle est également composée de ressources à destination des élèves, comme une trace écrite, un exercice, un livret de picto de facilitation graphique, enfin voilà. Et donc cette mallette pédagogique, elle sera en accès libre, hein, et elle sera mise en ligne sur le site facileeurope.eu. Donc je vais pouvoir vous présenter rapidement ce qu'est la plateforme facileeurope.eu. Je vais partager mon écran. Donc voilà, on est sur facileeurope.eu.
Donc, on a une page d'accueil plutôt classique, où on retrouve nos dernières actualités, les médias ou pages qui parlent de Facile Europe. On a un premier onglet à propos qui présente le projet, les objectifs, le cofinancement. On retrouve également l'équipe de Facile Europe, l'équipe de pilotage, les chercheurs qui participent à la création de contenu scientifique, nos enseignants référents, et puis nos référents en facilitation graphique. On a également une page méthode qui explique cette méthode de co-construction, une page partenaire où vous retrouverez toutes les informations qui concernent nos partenaires. On a également une page formation où là, vous pourrez retrouver toutes les modalités de la formation et notamment les sessions à venir. Donc, la prochaine, c'est le 17 et 18 avril 2023 en présentiel pour les enseignants du premier degré de l'Académie de Nantes. Je vous montre le programme. Donc, voilà le programme. Je ne sais pas si on voit le programme là. On voit bien le programme, ok. Donc, voilà, avec le contenu de la formation, d'abord un premier jour dédié aux conférences scientifiques. On aura une première conférence sur la question migratoire en Europe, présentée par Carole Billet, maître de conférence en droit public à Nantes Université. Une deuxième conférence sur l'Europe au défi de l'environnement, présentée par le Charles-François Mathis, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Un deuxième jour dédié à la facilitation graphique, avec un premier temps théorique, présentation des applications en classe, des diverses techniques, etc. Une initiation au vocabulaire visuel et des exercices de mise en pratique, de mise en situation avec de la facilitation graphique. À la suite du programme, vous retrouvez les différentes modalités, voilà, les intervenants, etc. Pour les prochaines sessions, pour les sessions de 2023, on a également le 11 et 12 juillet 2023 pour les enseignants du premier degré de l'Académie de Limoges. Et le 19 et 20 octobre et le 23 et 24 octobre, ce sont des formations à destination des enseignants du premier degré de l'Académie de La Réunion. Et donc, je vous disais tout à l'heure, il reste encore quelques places pour la formation du 17 et 18 avril 2023 à Nantes. Et donc, pour s'inscrire, on a un onglet session dans lequel on a un formulaire d'inscription en ligne et toutes les informations, petit condensé d'informations sur les prochaines sessions à venir auxquelles on peut s'inscrire. On a ensuite l'espace mallette pédagogique, où ici on a les trois entrées de la mallette, donc citoyenneté, environnement, migration en Europe. Et chaque thématique est ensuite composée de sous-thématiques. Donc, par exemple, pour migration en Europe, on a en sous-thématique les différentes catégories de migration en Europe. D'autres sont à venir et viendront s'intercaler en dessous ou à droite. Par exemple, sur la situation des mineurs isolés, sur le droit d'asile, sur l'histoire des migrations. Et donc, les enseignants référents ont construit également des prérequis. Voilà, par exemple, pour aborder les différentes catégories de migration en Europe, ils ont d'abord créé une affiche pour permettre aux élèves de comprendre ce que signifie le mot « migrer ». Donc voilà, ils ont créé 2 jolies affiches. Donc ça, c'est un des prérequis. On n'a pas le temps de tout montrer, mais voilà. Donc, il y a des prérequis à chaque fois et également les sous-thématiques. Quand on rentre dans une sous-thématique, l'arborescente est la suivante. On a d'abord les ressources pour les enseignants, notices scientifiques, fiches pédagogiques, etc., qui sont donc téléchargeables. Il suffit de cliquer dessus. On a les outils exploitables en classe, par exemple, une vidéo de facilitation graphique, le texte qui correspond à la vidéo, un jeu de cartes à imprimer. Je vous montre rapidement. Voilà. Ça, c'est un exemple de jeu de cartes. On a aussi des ressources pour élèves. Bon, là, ici, pour le moment, on n'en a pas encore. Et on a un espace retour d'expérience. Dans cet espace, les enseignants pourront, voilà, un enseignant qui a vu cette activité sur le site et l'a testée en classe, eh bien, il peut contacter l'adresse mail Facile Europe et partager eh bien, son avis, partager une visual map réalisée par ses élèves, par exemple. L'idée, c'est aussi d'avoir un espace pour que les enseignants puissent échanger eh bien, les bonnes pratiques, leur retour d'expérience, leurs avis. Voilà pour la mallette pédagogique. On a ensuite un onglet actualité qui, comme son nom l'indique, vous pourrez retrouver toutes les actualités. Et enfin, on a un espace contact dans lequel vous retrouverez eh bien, les noms de l'équipe de pilotage, l'adresse mail, les contacts.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la plateforme facileeurope.eu. Je vais laisser Virginie partager son écran. Voilà, alors voilà ce que ça donne. J'avoue avoir un peu tremblé en début de session et donc j'avais du mal à écrire. C'est pas évident finalement comme exercice. C'est plus simple à faire lorsqu'on voit les gens que de le faire à l'ordinateur. Je sais pas, ça m'a l'air un peu flou. Est-ce que je peux peut-être changer quelque chose pour que ça soit le soit un peu moins? Ouais, c'est bien là. Voilà, donc là, j'ai fait comme il y a 3 objectifs dans Facile Europe, hein, j'ai décidé de faire 3 espaces. L'espace formation, c'est là où j'ai eu du mal à écrire. L'espace formation scientifique, formation à la facilitation graphique, et puis l'espace mallette pédagogique. Et puis en dessous, ce qui supporte Facile Europe, qui est incarné par notre petit personnage, vous avez vu, j'ai du noir partout. C'est la facilitation graphique, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Ce qui supporte tout le programme Facile Europe, c'est effectivement des chercheurs et des enseignants qui réfléchissent ensemble au sein de 4 académies et avec des partenaires évidemment pour pouvoir eh bien faire vivre ce projet et vous proposer toutes ces activités. Voilà, donc c'est totalement perfectible. C'était une expérience pour nous aussi de le faire en ligne. C'est beaucoup plus simple à faire lorsqu'on voit les gens, encore une fois. Et puis surtout, on vous le redira, mais c'est l'exercice le plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut écouter, stocker de l'information et dessiner en direct, sachant que on dessine plus lentement que l'on parle. Donc c'était un peu complexe. Voilà, on va laisser la parole à notre collègue qui est donc enseignant référent pour Facile Europe et puis qui va vous dire un peu de sa pratique. Lui aussi, il fait de la facilitation graphique avec ses élèves et il va pouvoir vous montrer ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est très chouette. Bonjour à toutes et tous, tout le monde m'entend bien, j'espère. Écoutez, Amy et Virginie ont déjà présenté plein de choses. Je ne sais pas si, Amy, tu avais prévu que l'on revienne sur le processus de création de la mallette. Je crois que tu avais un visuel, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si tu peux le présenter. Ce qu'il faut retenir, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette mallette, c'est une co-construction entre enseignants-chercheurs, pardon, professeurs des écoles et professionnels de l'audiovisuel. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, les enseignants référents reçoivent des notices scientifiques qui leur sont adressées par les universitaires. Et le premier travail, c'est de synthétiser cette notice scientifique pour en faire un outil d'abord à destination des collègues professeurs des écoles qui vont pouvoir s'emparer de la notion. Et puis, cette notice va aussi être la base du travail graphique, hein. Ça va être l'outil qui va nous permettre de traduire la notion de manière graphique afin de pouvoir proposer ensuite un outil à destination des élèves, notamment, c'est ce on a vu quelques exemples, pourquoi pas de vidéos de facilitation graphique. Une fois que nous avons fait ça, eh bien, vient le temps de la conception de la fiche pédagogique que l'on travaille entre collègues. Et ensuite, eh bien, l'objectif, c'est de tester ces fiches avec nos élèves et ensuite d'avoir un retour ensemble pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, pour ensuite valider la fiche et la proposer sur le site de Facile Europe. Donc voilà, très rapidement, le fonctionnement et la méthode de co-construction des outils qui vous seront proposés. Et donc, l'autre objectif aussi du programme, hein, c'est d'intégrer cette méthode de facilitation graphique dans les pratiques de classe. Donc moi, j'ai commencé à m'en servir cette année, hein, principalement pour l'instant, moi je m'en sers en histoire, pour proposer à mes élèves des traces écrites sous forme de facilitation graphique. Donc ce sont voilà, donc on voit un premier exemple, hein. Donc là, c'était, vous avez tous deviné sur la séquence sur la Première Guerre mondiale, donc survivre dans les tranchées. Donc, mes traces écrites en facilitation graphique, elles reprennent le vocabulaire et les mots importants, les notions importantes de la trace écrite classique, hein, je dirais. Voilà, donc c'est un outil un peu plus ludique avec l'utilisation des pictogrammes. Donc, à chaque fois, on associe un pictogramme et un mot pour que ça soit signifiant.
Donc, moi, de ce que j'observe pour l'instant, c'est que ça devient un nouvel outil de compréhension et de mémorisation des notions. Et ça me semble très intéressant aussi pour nos élèves en difficulté, notamment les élèves 10 qui ont parfois du mal à mémoriser. Et l'utilisation de ce langage visuel me semble un étayage plutôt intéressant pour ces enfants. Alors, pas que pour eux, c'est proposé à tous les élèves. Et puis, moi, je m'en sers aussi comme outil de réactivation au fur et à mesure du déroulement de la séquence. Voilà, donc là, vous voyez, là, c'était la même chose. Toujours, ça, on revient un peu en arrière dans la séquence sur la Première Guerre mondiale. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Comme disait Virginie, moi, je ne suis pas dessinateur à la base, donc voilà, ça vient au fur et à mesure. Et je dirais que la principale difficulté, ce n'est pas nécessairement de dessiner, mais c'est plutôt de synthétiser ce qu'on a envie de faire passer auprès de nos élèves. Alors après, c'est vrai que partir d'une trace écrite déjà existante, ça facilite les choses, mais voilà, il faut savoir organiser la page et puis que ça soit lisible pour les enfants. Donc ça, c'est le principal domaine dans lequel intervient la facilitation graphique dans ma pratique. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi commencer à mettre nos élèves en situation de produire des outils de mémorisation. Moi, j'ai commencé cette année-là avec une poésie, donc une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Voilà, donc ça donne ce que ça donne graphiquement, mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'était les enfants ont travaillé en groupe, et moi ce que j'ai remarqué, c'est une très grande implication des enfants. Bon, pour la plupart, ils adorent dessiner, mais donc une grande implication. Et puis au-delà du résultat final, c'est l'activité même qui devient une première activité de mémorisation de la poésie. Et moi, j'ai constaté qu'en fin de séance, les 5-6 premiers vers étaient déjà su, quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis, ce que permet aussi cette mise en travail en groupe, ça permet justement la coopération et puis la confrontation des idées. Et donc, la facilitation peut être un support par rapport à ça. Je me sers également de la facilitation pour différentes choses dans ma classe, pour des affichages notamment. Là, voilà un exemple. Là, c'était suite à un travail qu'on avait fait ensemble avec les élèves sur l'attention en classe. Quand est-ce qu'on devait être très attentif, un peu moins attentif, et quand est-ce qu'on pouvait se permettre de l'être un peu moins. Donc voilà, on a mis ensemble ces petits pictogrammes et cet affichage voilà, qui sert aux enfants. Je m'en sers également pour annoncer le programme de la journée à mes élèves. Voilà, donc voilà, c'est toujours un peu plus ludique également. Donc ça reste affiché toute la journée. Et je m'en sers enfin dans mon travail de direction à plusieurs occasions. Donc là, c'est un compte-rendu de conseil d'élèves. Donc on a le projet à l'école là, de végétaliser la cour de l'école. Donc on avait demandé à nos élèves en classe d'avoir une première réflexion. Et puis en conseil d'élèves, on a synthétisé tout ça. Et donc voilà, c'était ma façon de prendre tout ça en note et puis de le restituer ensuite aux enfants qui sont dans le conseil des élèves pour repartir en classe pour expliquer un petit peu ce qui s'est dit dans le conseil. Et puis, je m'en sers aussi parfois pour des ordres du jour de conseil des maîtres avec mes collègues. Ça change un petit peu d'avoir des pages un petit peu écrites. Je ne sais pas si ça va s'afficher, mais bon, ce n'est pas très important finalement. Donc voilà, donc il y a quand même plusieurs usages de la facilitation graphique. Ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je trouve que c'est une méthode très intéressante auprès de nos élèves dans le travail de compréhension et de mémorisation de certaines notions. Et juste avant le webinaire, là, j'ai fait un rapide sondage auprès de nos parents d'élèves. Nous, on a 34 CM2 à l'école. Tout le monde n'a pas répondu, mais ce qui est frappant, c'est que l'ensemble des parents s'accordent à dire que c'est un outil réellement aidant pour les enfants en termes de compréhension et de mémorisation, et que c'est aussi un bon complément aux outils plus classiques que l'on peut leur proposer. Voilà. Aucun parent n'a eu un regard négatif sur cette méthode. Alors après, peut-être qu'ils n'ont pas osé nous le dire, mais voilà, c'est ce qu'on a constaté. Voilà, j'ai été assez rapide, mais je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si
Est-ce qu'il est possible, juste, Olivier, que tu puisses revenir sur, parce que l'idée d'utiliser la facilitation graphique, c'était au départ pour pouvoir mieux transmettre sur les questions européennes qui étaient quand Ouais, même assez difficiles à appréhender justement au primaire. Et ouais. donc, on avait réalisé un petit audit. Est-ce que tu peux nous le commenter? Euh, oui, alors moi ce que je peux dire déjà, c'est peut-être faire un petit détour rapide par les programmes du cycle 3 et notamment du CM2, hein, ces classes que je connais, pour constater une trace assez discrète de l'Union européenne dans les programmes, hein, puisqu'on trouve trace de l'Union européenne dans le thème 3, qui est la France des guerres mondiales à l'Union européenne, pardon. Et il s'agit surtout de constater, de voir avec les élèves qu'on passe d'une situation conflictuelle entre les pays européens à une situation de coopération. Donc, on est davantage sur l'idée de construction européenne, mais on n'aborde pas le rôle actuel de l'Union européenne, quelles sont ses prérogatives, quel est son fonctionnement. Voilà, donc ça n'engage pas forcément les collègues à travailler ces thématiques en classe. Et puis là, on se rend compte que pourquoi l'Europe est rarement abordée en classe de primaire. Finalement, l'absence des programmes, ce n'est que 19%. Hein, c'est autant pour un manque de connaissances. Donc, un des objectifs de notre travail, c'est de combler ce manque de connaissances pour que les enseignants osent s'emparer de ces questions. Et puis également, un manque d'outils. Donc là, c'est 30% des enseignants qui déclarent ne pas aborder ces questions justement par un déficit d'outils pédagogiques. Voilà. Après, le manque de temps, c'est vrai que on est souvent pressé et qu'on se dit qu'en fin d'année, on n'a pas le temps d'aborder ce sujet-là. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est quand même pour presque un tiers hein, le manque d'outils pédagogiques qui empêche les enseignants de traiter ces questions. Et donc, c'est quand même une des vocations du programme. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Virginie? Oui, merci Olivier. Je crois qu'on est parfaitement dans le timing et qu'on va pouvoir ouvrir la session de discussion, puisque l'idée, c'est qu'on puisse répondre à vos questions, échanger aussi avec peut-être des enseignants qui pratiquent déjà, des enseignants qui, eux aussi, ont peut-être du mal ou au contraire sont très à l'aise avec ces questions européennes, hein. Pour mémoire, nous, on a choisi 3 entrées qui sont la citoyenneté, les migrations et l'environnement. Donc, 3 questions qui préoccupent quand même beaucoup notre société et nos jeunes. Donc voilà, la session est ouverte. On va du coup réactiver les micros de tout le monde. Et vous avez pu identifier les enseignants référents. Alors, on n'est pas à la totalité parce que tout le monde n'a pas pu se libérer, mais vous allez déjà pouvoir voir, on a des fonds Facile Europe. Et donc, ce sont les enseignants qui vont échanger avec vous. Amy et moi-même sommes également disponibles pour discuter du projet, du programme. Voilà, merci en tout cas de votre participation et de votre attention. La session est ouverte pour la discussion. En attendant que les enseignants ou les personnes qui sont connectées réfléchissent à leurs questions, donc moi je suis Odile Dijoux, coordonnatrice de réseau à La Réunion, et je travaille avec un enseignant et j'expérimente la facilitation graphique sur un niveau CM1, CM2. Donc c'est vraiment une technique qui permet de faciliter la compréhension avec les élèves, surtout en éducation prioritaire. Et d'ailleurs, l'enseignant est connecté, donc s'il souhaite participer aussi à cet échange. La technique de la facilitation graphique est très facile à mettre en place, donc il n'est pas nécessaire de savoir dessiner parfaitement. Pratiquant la facilitation graphique donc sur le thème de l'environnement, donc on travaille sur la biodiversité. Donc voilà, petit à petit, ça s'est installé et les élèves progressivement ont bien compris tout l'intérêt du dessin et puis rajoutent des mots de temps en temps. Eux-mêmes choisissent des pictos qui eux-mêmes, venant d'eux-mêmes, quoi. Voilà. En fait, ce que l'on voit, et c'est assez marrant de vous voir vous exprimer, les enseignants référents, c'est qu'en fait, on est sur un programme européen pour parler d'Europe, et ce qui ressort énormément, c'est la facilitation graphique. Alors que pour nous, la facilitation graphique, c'était le moyen pour pouvoir parler des questions européennes. Mais c'est intéressant que ça ressorte parce qu'effectivement, c'est un outil que vous allez pouvoir déployer dans l'ensemble de vos activités dans la classe. C'est pas simplement pour parler de questions européennes. Olivier l'a très bien montré, son organisation de classe, le conseil des maîtres,
transmettre. Et puis, finalement, dans sa vie quotidienne et dans la vie quotidienne de nos élèves, ça permet aussi de se poser, de réfléchir à un projet. Et la facilitation graphique, on l'a vu, c'est pas savoir dessiner, c'est surtout savoir récolter les idées, les synthétiser et les retranscrire en dessin et en picto pour donner du sens et donner à voir. Et ça finalement, ça requiert énormément de compétences, autres que celles de compétences de dessinateur. Et c'est très important pour les enseignants de pouvoir travailler ces compétences-là. Et c'est aussi intéressant pour les élèves. Vous avez beaucoup redit tous l'aspect mémorisation, compréhension. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que ces questions européennes qui sont parfois un peu hors sol, un peu compliquées à appréhender, eh bien, on puisse, grâce à la facilitation graphique, les rendre plus perceptibles et peut-être aussi avoir un fonctionnement pédagogique qui soit un peu plus ludique. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, qui est pourtant nombreuse, parce que vous êtes plus de 30 participants et on est absolument ravis de ça. Est-ce que vous avez des questions, des retours d'expérience? Encore une fois, on est là pour y répondre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer des questions aussi dans la rubrique discussion ou questions-réponses si vous êtes plus à l'aise. Mais sinon, vous pouvez activer vos micros. Moi, je vais me Moi... permettre... Pardon. Ah, pardon. Non, non, allez-y. Allez-y. Non, allez-y, allez-y. Bonjour, j'aurais voulu avoir j'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez d'apport avec les chercheurs. Comment ça se met en place et de quelle manière en fait? Est-ce qu'il y a un apport de façon régulière ou est-ce que c'est aux besoins des enseignants qui participent? Comment ça se passe? Alors, je peux peut-être répondre pour le coup parce que la partie recherche, c'est un peu nous qui la gérons. En fait, ce qui se passe, c'est lorsqu'on a construit le projet, on a identifié sur les 3 grandes thématiques des chercheurs référents à qui on a, entre guillemets, passé commande pour les premières notices. Et donc, ils nous écrivent spécifiquement pour le programme des notices scientifiques qui sont assez accessibles en termes de volume, puisque c'est des notices qui font entre 7500 signes et 10 000 signes. Voilà. Maintenant, on répond aussi aux demandes des enseignants lorsqu'ils ont des besoins spécifiques pour la classe. L'idée, c'est toujours de passer du laboratoire de la recherche à la classe. Et c'est aussi ça, l'originalité de ce projet, c'est vraiment d'être, entre guillemets, à la pointe de la recherche scientifique, d'utiliser un outil pédagogique un peu original et ludique pour réussir à transférer des notions sur la citoyenneté, l'environnement et l'immigration en Europe. Donc, en fait, on peut répondre à des commandes et on peut aussi être à l'écoute d'enseignants qui ne seraient pas enseignants référents dans le programme, mais qui auraient des besoins spécifiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Du coup, Damien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi rebondir par rapport à tout ce que nous avait livré Olivier Maurice par rapport à sa classe de CM1, CM2. Donc moi, voilà, en tant qu'enseignant référent également, là, j'ai pu aussi expérimenter finalement avec des élèves de CM1, CM2. Finalement, j'ai suivi finalement à peu près en parallèle les mêmes expérimentations. Effectivement, il y a vraiment, bon, ça a été dit, mais je crois que je vais me répéter parce que finalement ça corrobore en termes de retour d'expérience. Mais finalement, en faisant confiance aussi à nos élèves de cycle 3, donc qui ont commencé un petit peu à comprendre comment ça fonctionnait, c'est vraiment tout l'intérêt aussi de peut-être pas attendre une forme parfaite de la part de nos élèves quand ils sont mis justement en situation de produire eux-mêmes leur propre pictogramme. Et là, on a vraiment un outil de travail qui est particulièrement intéressant et particulièrement riche parce que finalement, ça fait appel au fonctionnement de la mémoire. C'est-à-dire que finalement, les élèves, par ce passage au pictogramme, ils vont être obligés d'encoder d'une certaine manière les informations. Et c'est là, effectivement, où on commence à mesurer avec mes collègues qui sont également en expérimentation sur la facilitation graphique, que finalement, on a vraiment un support extrêmement intéressant parce qu'il va être personnel par rapport après à la réactivation de la mémoire. Et ça leur permet également, à l'issue, on a vu ça par la poésie qu'elle nous a présenté Olivier. Nous, on a travaillé sur des contes, mais ça permet en fait aux élèves après
de produire des restitutions d'une très, très, très grande qualité. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment, ce passage, nous, en tant qu'enseignants, où on commence à s'en saisir pour, comme support de présentation. Donc ça, c'est vraiment donc l'enseignant qui propose. Mais je crois qu'on peut vraiment aussi, faire confiance à nos élèves pour s'en emparer et sans d'ailleurs mettre de pression sur la forme. Voilà. Et donc par rapport à la carte mentale que l'on utilise déjà, beaucoup, hein, en support de mémorisation, et on a vraiment cette plus-value qui consiste à encoder, à transformer une information par un support de pictogramme, qui nous appartient finalement. Et donc ça, c'est un très, très grand intérêt qu'on mesure en ce moment en classe. Oui, il y a Aude qui veut poser. Allez-y, hein. Oui, bonjour. Donc moi, je me présente, je ne suis pas du tout enseignante, je suis journaliste. J'ai créé une revue qui s'appelle L'Européenne pour parler des liens de la Normandie avec le reste du monde et notamment de tout ce qui se passe en termes d'enseignement de l'Europe, justement. Et moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais savoir comment se déroule une séance ou une série de séances et quels thèmes ont déjà été abordés. Par exemple, si on prend le thème de l'immigration, est-ce qu'on a déjà un retour sur voilà, une série de séances, les thèmes, les questions et pour quel niveau? Comment se passe? Est-ce qu'on sait déjà quelles questions vont être abordées très précisément avec des CM1, des CM2? Voilà, je voudrais des choses concrètes si vous en avez, si vous avez déjà des retours là-dessus. Alors, bonjour, du coup, c'est nous qui allons prendre la parole. Donc, moi, je me présente Caroline Sergent et ma collègue qui clignote à côté, c'est Nathalie Joyeux. On est toutes les deux enseignantes à Limoges en classe de CP et en éducation prioritaire. On vient juste de commencer à mettre en place, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les notices des enseignants-chercheurs. On a mis en place notre fiche pédagogique qui va bien évidemment, sur les migrations, pardon, qui va être enrichie au fur et à mesure des retours qu'on va avoir avec les enfants. Mais là, on ne pouvait pas envisager de l'expérimenter avant la période 5 avec nos élèves, parce que là, il y avait déjà beaucoup de choses à mettre en place au CP et qui sont encore petits. On commence juste, là, on a testé, ça date de vendredi, on a testé une première séance sur les prérequis qu'il faut avoir pour déjà comprendre où on se situe dans le monde. Voilà. Donc, on en est là et tout ça, c'est effectivement pour arriver aux migrations. Mais pour l'instant, c'est la seule chose qu'on a expérimentée et c'était déjà très compliqué. C'est-à-dire que l'Europe, ça ne leur parle pas du tout, puisqu'ils ont beaucoup de mal déjà à comprendre que leur quartier est dans la ville de Limoges. Donc nous, on a d'abord mis des prérequis en place avec une petite vidéo qui a été vue et déjà les enfants étaient un peu perdus. Et donc c'est dommage parce que j'aimerais vous répondre plus, mais on vient vraiment juste de commencer avec eux. Donc après, on pourra échanger au fur et à mesure que ça va évoluer, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord, mais est-ce qu'il y a quand même un moment donné où vous passez, alors là, je parle à tout le monde, par des vraies cartes, en fait? Des cartes, c'est-à-dire par Des rapport cartes à l'Europe, des cartes géographiques. Tout bêtement? Alors oui, on peut leur montrer sur des planisphères, on peut leur montrer sur des cartes, effectivement, mais pour l'instant, nous, on n'en est pas encore là. On a déjà travaillé sur où est-ce qu'ils se retrouvaient dans le monde par rapport à la petite vidéo qu'on avait mis en place. Alors, juste si je peux intervenir, dans la petite vidéo justement sur où suis-je dans le monde, en fait, on part effectivement de l'école pour aller jusqu'à l'univers, essayer de les situer. Et à ce moment-là, on a de la cartographie, puisqu'en fait, ils se situent d'abord dans leur quartier, dans leur région, en France. Puis ensuite, on voit l'Europe territoriale et l'Union européenne. Donc, on essaye aussi déjà de travailler avec les élèves pour différencier ça. Mais effectivement, là, les enseignantes qui travaillent on travaille sur du CP, donc on est vraiment sur l'entrée pour Facile Europe, puisque nous, on va travailler du CP au CM2 et sur des notions qui sont très complexes. Et on se rend compte au fur et à mesure de l'avancement du programme qu'il faut qu'on mette tout un tas
de prérequis. Amy vous montrait tout à l'heure tout simplement des petites cartes visuelles pour expliquer ce qu'était la notion de migration. C'est quoi migrer? Et donc, on essaye de le représenter aussi comme ça. Au fur et à mesure du programme, il va y avoir effectivement des outils différenciés en fonction du niveau, en fonction de, voilà, en CP, Caroline le disait, c'est des notions qui sont très, très compliquées à mettre en place. Ça va être beaucoup plus facile, effectivement, en CM1, CM2. Donc, tout notre travail, c'est justement d'essayer de répondre aux interrogations des enseignants, de cibler ce qui va manquer aux enfants pour pouvoir appréhender cet espace, hein, cette entité qu'est l'Union européenne, de savoir comment eux, ils vont s'y situer. On travaille aussi beaucoup sur les questions de citoyenneté. Qu'est-ce que ça signifie être citoyen européen? Et là aussi, on a dû faire une petite vidéo de prérequis pour d'abord expliquer ce que c'était que d'être citoyen français ou citoyenne française. Et montrer qu'en fait, la citoyenneté européenne, elle se superposait. Donc, c'est des choses qui sont encore assez difficiles. Et là, c'est tout l'intérêt de la facilitation graphique, c'est que ça nous aide. Alors, certes, parfois avec des cartes très imagées pour expliquer la migration. Et puis, on a aussi d'autres supports, puisqu'on utilise aussi des vidéos de chercheurs. On est en train de construire énormément de choses sur l'environnement, où là, on peut très bien interviewer un chercheur qui va répondre aux enfants et avoir du visuel derrière. Voilà. Pour compléter, pour répondre aussi à la question, donc moi, avec l'enseignant que j'ai choisi sur mon réseau, donc on travaille sur la biodiversité et comme disait Virginie, la première séance a été très laborieuse car il a fallu travailler sur des prérequis, qu'est-ce que la biodiversité? Et on a voulu aussi évaluer les enfants sur ce qu'ils savaient déjà faire, déjà au niveau du dessin. Donc, on a laissé les élèves s'exprimer sur la définition de la biodiversité, sur ce qu'ils savaient déjà. Et à partir de là, on a construit la séance. Et en parallèle, l'enseignant, puisque je n'ai pas la classe à temps plein, l'enseignant travaillait à l'aide de l'outil Bicablo des rituels sur comment on pouvait représenter des sentiments, des émotions, des actions, et on les a réinvestis dans les autres séances. La deuxième séance a été beaucoup plus intéressante. Les élèves, à partir d'extraits que je leur avais proposés, donc extraits que j'ai retravaillé à partir du texte scientifique, qui est de la notice scientifique. Donc, les élèves ont pu vraiment rentrer dans... ils étaient plus attentifs, en fait. Le fait qu'on ne leur demande pas de prendre la parole, qu'on ne leur demande pas un écrit de ce qu'ils ont retenu, on a pu constater une adhésion de l'ensemble des élèves pendant la séance, un peu plus longue, puisque bien sûr, là, ils se sont mis à dessiner, à discuter entre eux ce qu'il fallait dessiner en priorité, ce qu'il fallait dessiner pour bien représenter ce qu'ils vous souhaitaient. Donc, on a travaillé sur une biodiversité en danger. Et là, on a vraiment vu des élèves qui se sont investis dans la trace écrite. On a utilisé d'ailleurs les cartes faites par les techniciens, les cartes de faune, flore, biodiversité, écosystème, et ça rassure. En fait, ça dresse la facilitation graphique, les cartes, le dessin, ça met un cadre tout à fait sécure autour des élèves. Et je trouve que maintenant, ils commencent à rentrer dans... Et c'est très agréable. C'est très agréable pour l'enseignant. On a un sentiment de réussite du côté de l'enseignant et un développement de l'estime de soi. Voilà. Merci. Je crois que c'est important ce que tu dis, Odile, c'est qu'il y a un vrai ancrage émotionnel positif à faire de la facilitation graphique pour traiter de ces questions. Et en fait, les enfants, ils reviennent avec beaucoup d'enthousiasme généralement. Mais c'est valable du CP au CM2, mais c'est aussi valable dans l'enseignement secondaire. Émile le disait, on travaille avec un autre programme qui s'appelle le LIP et on expérimente au collège, au lycée. Et puis moi, en tant qu'enseignante, mon premier terrain d'expérimentation, ça a été et c'est toujours l'université. Donc la facilitation graphique, c'est vraiment utile sur l'ensemble du parcours scolaire universitaire et dans la vie personnelle. Tout simplement, on croit tous savoir ce qu'est la citoyenneté européenne, ce que représente l'identité. Et le moment où on doit effectivement passer par le picto ou le dessin, eh bien, on va être obligé d'interroger la notion beaucoup plus en profondeur. Donc, je crois qu'il y a vraiment toute une palette de choses à faire et avec un vrai ancrage effectivement positif, puisque
C'est à la fois très sérieux puisqu'il y a énormément de choses à apprendre, un impact très fort sur la mémorisation et sur l'apprentissage, mais à la fois, ça reste un exercice qui est ludique et récréatif et ça permet de rallier effectivement beaucoup de nos élèves. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. Alors Virginie, il y a une question dans l'espace discussion de Véronique. Ça doit aussi aider les élèves allophones. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le langage en facilitation graphique, il n'est pas totalement universel, mais il permet effectivement de mieux faire comprendre une notion, de mieux se comprendre. Et d'ailleurs, on a beaucoup de collègues enseignants en anglais qui utilisent la facilitation graphique en 6e, 5e pour démarrer et être bien sûr que on va vraiment vers le mot ou la notion qui a été prononcée. Donc, bien sûr, c'est une méthode extrêmement inclusive. Les élèves allophones, mais également toutes les difficultés type 10 permettent effectivement d'être contournées, je dirais, avec cet outil qu'est la facilitation graphique et qui, encore une fois, est un outil accessible à tous et par tous, qui ne nécessite pas de matériel. Donc moi, j'ai voulu faire un petit peu la maline en vous faisant tout à l'heure une facilitation graphique avec du papier et un crayon, mais c'est vraiment ça l'essence. Bon, ma main tremblait et je pense que ça aurait été finalement mieux avec une tablette, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on peut faire de la facilitation graphique avec du matériel rudimentaire et qu'il n'y a pas de compétences requises, si ce n'est des compétences d'attention, d'écoute et de synthétisation. Mais on veut amener nos élèves vers ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions, des commentaires également? Est-ce que ce programme vous plaît, vous parle? Est-ce que vous avez des interrogations, des freins aussi qui feraient que vous auriez du mal à utiliser, vous, la facilitation graphique dans vos pratiques professionnelles? Il y avait une question un peu plus haut dans le forum de discussion, par rapport peut-être aux possibilités d'e-learning pour cette formation? Oui, alors effectivement, cette formation, elle est disponible, donc la formation dédiée aux enseignants avec une partie scientifique et une partie formation à la facilitation graphique, c'est-à-dire acquérir les rudiments du vocabulaire visuel. Elle est disponible en e-learning. C'est des sessions d'inscription que vous verrez apparaître également sur le site web, comme les sessions en présentiel. Elles sont réparties par académie. Il y en a déjà eu une dans l'académie de Clermont-Ferrand. La prochaine session en e-learning n'est pas encore déterminée, mais vous pouvez suivre l'actualité de Facile Europe. Et puis, Amy a mis en place une newsletter. Donc, vous pouvez également demander à être inscrit à la newsletter, tout simplement en nous contactant. Et comme ça, vous serez tenu informé des prochaines sessions en e-learning qui sont en fait en différé. Donc, vous avez une semaine ou deux pour prendre le temps chez vous de participer à ces formations au moment que vous souhaitez. Et je dirais que c'est des formations où vous avez l'ensemble de la conférence du chercheur et vous avez également un pas à pas qui vous permet en facilitation graphique d'être presque comme si vous étiez avec nous, même si très sincèrement, je recommande quand même de participer in situ et en présentiel à ces formations. Ceux qui sont parmi nous et qui y ont participé, c'est effectivement des temps d'échange très précieux et encore une fois, pratiquer avec des collègues et avoir leur retour, c'est toujours beaucoup plus sympathique qu'en e-learning. Mais le e-learning est disponible. Voilà, je ne sais pas, Amy, si tu veux rajouter quelque chose, s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, des freins. Le frein qui arrive beaucoup, c'est quand même je ne sais pas dessiner ou ça va prendre beaucoup de temps dans ma classe. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres craintes de ce type ou au contraire des expériences déjà faites. Effectivement, à nouveau dans la discussion, on peut lire, je m'intéresse depuis quelque temps à cette idée, sans oser, m'y mettre. Et effectivement, bah, pour avoir pu, participer à une des formations à Nantes, je crois qu'on pouvait relever aussi l'hétérogénéité, des niveaux de pratique de chacun par rapport au dessin. Et finalement, voilà, cette appréhension, je pense qu'elle était partagée par beaucoup des personnes qui ont pu bénéficier de la formation. Mais au final, je pense que, enfin, voilà, je pense que moi, je peux vraiment avoir un discours rassurant sur l'issue de ce temps de formation qui finalement ne fait pas de capacité de dessin, un prérequis, absolu. C'est-à-dire que finalement, on va apprendre à se servir de ce code qui n'est pas finalement du dessin. On parle bien de pictogramme et une fois qu'on a compris ça, finalement, on voilà, on va pouvoir composer avec ça et c'est là tout l'intérêt, et surtout de pas se voilà, il n'y a pas de complexe à avoir finalement si on n'est pas quelqu'un qui a des capacités, qui a pu déjà développer des grandes capacités en dessin. C'est sûr que voilà, c'est sans doute un plus,
Mais malgré tout, l'ensemble des stagiaires qui ont participé ont vraiment relevé le défi lors des temps de formation sans problème. Effectivement, la facilitation graphique, c'est l'art de la simplification. Et donc, il ne faut pas savoir dessiner. Il faut savoir tracer correctement des ronds, des carrés, des lignes. Et à partir de là, la formation vous permet d'apprendre un vocabulaire visuel de base. Hein, c'est des codes et en fait qui sont très faciles à tracer. Et avec quelques petits éléments, on arrive à activer un personnage et à rendre vivant un personnage et donc pouvoir lui donner toutes les actions et les émotions très facilement. C'est un personnage, un bonhomme qui peut être dessiné sans exagérer par un élève de grande section sans souci. Donc en fait, c'est voilà, c'est un petit apprentissage pour ensuite beaucoup de temps gagné et sans grande difficulté au niveau des capacités de dessinateur. Je dirais même pire, c'est que des très bons dessinateurs vont parfois être de mauvais facilitateurs graphiques. Ils ont tendance à vouloir faire joli et à mettre des détails qui vont finalement gêner la compréhension du cerveau. L'idée, c'est d'être dans la simplification et dans l'efficacité pour que le mot associé au picto parle au cerveau. Et finalement, un très mauvais dessin, mais qui est reconnu par autrui et reconnu par le cerveau, ça fonctionne. Un lapin très mal dessiné, si tout le monde reconnaît que c'est un lapin grâce à ses grandes oreilles, ça marche au niveau cognitif. Voilà. Alors, Audrey nous met qu'il faut une petite Je peux banque. ajouter juste quelque chose, Virginie, par rapport Oui, à la question de Madame Rémy, parce que là, on a beaucoup parlé du coup de la facilitation graphique. C'est aussi que nous, on démarre en fait dans ce projet. On commence à mettre en place dans nos classes et du coup, on est obligé de passer aussi, nous, par plein de petites étapes pour ensuite s'approprier complètement la notion de citoyenneté européenne, de l'Europe, etc. Et c'est vrai que là, vous n'avez pas encore de réponse à vos questions, mais je pense que c'est parce que là, il nous faut un petit temps, parce qu'on est tout à fait conscient que cette notion, elle est très éloignée des élèves et très complexe. Et c'est vrai que là, on met des petites choses en place pour ensuite arriver à pouvoir leur faire comprendre le mieux possible toutes ces notions qui sont très, très loin de leur quotidien. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris que vos questions étaient sur l'Europe et que nous, on parlait plus de la facilitation graphique. C'est-à-dire que nous, les enseignants, on est vraiment sur le travail de l'Europe, mais on ne l'a pas encore complètement mis en place avec nos élèves. Enfin, j'ai l'impression pour tout le monde. Ou sur la biodiversité, ça commence à se mettre en place, mais c'est vrai qu'on est dans le balbutiement, je dirais. Voilà. il y a tout un travail de méthodologie en fait à mettre en place puisqu'il faut Voilà, c'est déjà ça. acquérir cette méthode et cette technique et que le programme Facile Europe court encore pendant 1 an et demi et que les premiers travaux ont été effectués par les enseignants. Déjà, il a fallu traduire les notices scientifiques, les mettre en application. Mais déjà, sur le site, vous allez pouvoir avoir pas mal de contenu qui commence à se mettre en ligne petit à petit. Mais effectivement, on a passé peut-être plusieurs mois à travailler sur les prérequis. Hein, et ce qui montre bien aussi que cette notion d'Union européenne et tous les 3 thèmes que l'on a choisis sont finalement des thèmes qu'on a bien fait de choisir parce qu'ils sont assez complexes à expliquer aux élèves. Alors, dans la discussion, oui, allez-y. Justement, dans la discussion, il y a une personne qui évoquait le fait qu'il fallait prendre en compte. Alors, c'est de constater les différences culturelles dans le choix des pictos. Et en effet, il faut prendre en compte, donc étant à La Réunion, les élèves ont du mal à comprendre cette construction européenne. On leur dit souvent, on fait partie de l'Europe, mais on est tellement loin à la fois. Donc, il faut vraiment mettre en place ces prérequis pour les élèves, aussi bien sur le thème de la construction européenne, de l'immigration, de l'environnement. Et travaillant sur le thème, donc je reviens sur le thème de l'environnement, de la biodiversité. Donc, je m'appuie beaucoup aussi sur des exemples de la biodiversité à La Réunion pour ensuite élargir à… Voilà. Donc, ça prend, comme elle disait ma collègue, ça prend énormément de temps pour que les enfants comprennent. Donc, d'où l'intérêt de prendre le temps sur les prérequis pour ensuite, après, développer plus aisément et rentrer dans le vif du sujet de tous ces thèmes européens, dans le contexte européen. Voilà. Pardon, s'il y a encore une petite place pour moi, une dernière question. Comment ça s'articule? Il y a quand même un moment où ça doit bien s'articuler avec les cours d'histoire, de géo et d'éducation civique, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément. Enfin, ça doit forcément s'articuler avec ça à un moment donné. Comment vous la faites, l'articulation? Vous parlez des prérequis, mais les prérequis, ils ne sont pas déjà dans ces programmes-là?
Alors là, je vais laisser les enseignants référents répondre sur les questions de programme, mais malheureusement, ces prérequis, on voit bien qu'il y en a besoin et que ce n'est pas du tout des choses qui sont acquises. Je vous laisse prendre la parole, hein, Olivier, Damien. Comment dire, c'est compliqué. À chaque cycle a son programme. Quoi qu'il en soit, qu'importe le niveau de l'élève, de la classe, nous sommes dans les programmes de l'éducation nationale pleinement. Mais on voit bien que ces prérequis, ces notions ne sont pas maîtrisées par les élèves. Donc là, peut-être que dans la fin, par rapport à comment dire, il y a une temporalité sur l'année. Il est possible que certaines notions n'ont pas été abordées. C'est le choix de l'enseignant de le voir avant, après. Je ne sais pas comment expliquer. Je tourne en rond. Oui, par rapport à cette idée pour essayer de répondre à votre question, Madame Rémy, c'est par rapport au fait qu'il faut que les élèves aient un petit peu la manière qu'on fabrique un mur, quoi. C'est-à-dire que si les briques de soubassement sont pas montées, on a du mal à accéder au sens. Voilà, donc l'idée, c'est que nos élèves, par rapport à ces notions, ce sont des notions qui sont complexes pour eux, et il faut qu'on passe par des explications préalables, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que par rapport au programme Facile Europe, qui finalement se lance tout juste. Nous, en fait, on est sur nos premières expérimentations, et ça nous amène à constater qu'en classe, finalement, on a tout un tas de problèmes de lexique. Voilà, on parlait tout à l'heure du mot migration, qui est complexe à comprendre pour nos élèves. Donc, il faut à un moment donné qu'on passe par ces points de passage obligatoirement, ce qui nous amènera par la suite à développer la mallette sur les points, on va dire, plus complexes. Je poursuis ce que tu disais, migration, biodiversité. On a dû prendre un temps avec les élèves et avec l'enseignant, on s'est rendu compte que biodiversité, peut-être au préalable, il aurait été judicieux de faire la séance de vocabulaire sur les préfixes, les radicaux et les suffixes, pour que l'enfant comprenne bien que bio, c'est vie, et c'est pas acquis en fait. Hein. Ils n'ont pas du tout dit que c'était de la vie, hein, pas du tout. Donc, il y a tous ces prérequis. Les prérequis, ce n'est pas forcément dans le domaine dans lequel on travaille, mais c'est dans les autres champs disciplinaires. Voilà, et par rapport à la mallette, finalement, notre rôle, ça va être entre la recherche et donc la plus actuelle par les textes que nous fournissent les chercheurs, de manière, nous, à les rendre le plus compréhensibles par rapport au niveau de nos élèves. Et donc, c'est tout l'intérêt, et tout en s'appuyant sur les possibilités qu'offre la facilitation graphique, justement, qui nous permettent d'avoir une meilleure synthèse de ces notions complexes. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme c'est une co-construction, la première partie du travail a effectivement été consacrée aux recherches. C'est-à-dire que ce sont les chercheurs qui ont commencé à travailler. Et là, on est dans la deuxième partie où les enseignants référents s'emparent du travail du chercheur pour traduire, expérimenter en classe. Effectivement, par exemple, se pose la question pour la citoyenneté européenne. À mon sens, et vous allez peut-être me contredire, les enseignants référents, mais c'est très, très peu présent dans les programmes. En revanche, la citoyenneté française l'est un peu plus, encore que c'est en EMC et très peu abordé dans le reste du programme. Ce qui veut dire que nous, dans notre mallette, comme on veut faire quelque chose un petit peu, pas clé en main, parce que j'aime pas ce mot-là, mais quelque chose où vraiment on va donner l'ensemble des éléments pour pouvoir s'emparer des outils, eh bien, on est obligé, même si c'est dans le programme, de revenir à cette notion d'expliquer tout simplement qu'est-ce qu'être un citoyen français, pour que tout soit complet, que le mur se construise, comme disait Damien, et qu'on puisse aborder sereinement cette question de citoyenneté européenne, qui n'est pas aisée pour nos élèves, mais qui n'est pas du tout simple non plus pour nous, citoyens adultes. Hein. Je pense que si on fait un micro-trottoir et qu'on demande ce que les apports de la citoyenneté européenne, quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen européen aujourd'hui, je pense qu'on aurait peu de réponses parmi une population d'adultes. Donc, tout cet enchaînement-là est nécessaire et effectivement est peut-être un peu frustrant à l'heure actuelle et à ce niveau-là du programme parce qu'on a plus travaillé sur, on pose des bases et je pense que la deuxième partie du programme va nous permettre de vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Très honnêtement, on ne s'attendait pas, nous en tant que chercheurs en tout cas, à avoir autant de préalables et de choses à mettre en place. Donc, c'est un peu les difficultés rencontrées. Il y en a dans tous les projets. Et puis, on s'est mis la barre un peu haute parce que c'est du laboratoire à la classe et en plus, en formant les enseignants à une nouvelle pratique pédagogique qui est la facilitation graphique.
Voilà, je vois dans le chat que quelqu'un dit que, en fonction de son expérience, effectivement, il faut disposer d'une petite banque de picto en tête pour pouvoir travailler les notions en facilitation graphique. Dans le cadre de Facile Europe, on a créé un livret que l'on donne lors de la formation et où en fait on a créé des pictos spécifiques pour les questions d'environnement, de citoyenneté et de migration, et donc qui est mis à disposition des enseignants pour aussi les aider à rentrer plus vite dans la notion et aider leurs élèves à rentrer plus vite. On a aussi envie de laisser une grande liberté aux enseignants et aux élèves parce qu'en fait, on n'a pas tous la même façon de représenter les choses et je crois qu'aussi la facilitation graphique, c'est laisser un peu de créativité. Alors, quelqu'un demande, est-ce que le grand public pourrait avoir ce livret? Il fera partie de la mallette. Hein. Donc, effectivement, le grand public va pouvoir avoir ce livret qui explique exactement les avantages de la facilitation graphique, les différentes méthodes et comment aborder ces 3 thèmes en classe grâce à la facilitation graphique et au picto. Il y a un livret enseignant et un petit livret élève. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Et puis, on a dépassé le temps. Donc, on vous avait promis un petit webinaire et un rendez-vous très court. Donc, on va, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, clôturer la séance. En tout cas, merci beaucoup de vos interventions à tous et à toutes. Et sachez que vous pouvez nous contacter hein, sur le site web pour vos suggestions, vos questions, vos recommandations, vos partages d'expériences. On sera ravis de pouvoir collaborer avec vous tous et toutes. Voilà. Merci à tous ceux qui nous mettent des petits messages de remerciement. Ça nous fait plaisir et on vous souhaite à tous une bonne continuation et une bonne journée.